nous allons passer à l'utilisation de ces médicaments dans une maladie très rare, avec une efficacité surprenante, mais nos deux orateurs vont nous en parler. Et donc, le docteur Charlotte Jubert, qui travaille dans le service d'hématologie-oncologie pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Bordeaux, et le professeur Régis Peffot de la Tour, hématologue à l'hôpital Saint-Louis et coordonnateur de la filière Marie. Régis, c'est à vous. Vous commencez donc par nous présenter l'effet de ces médicaments dans les aplasies médulaires de l'adulte. Merci Guy, bonjour à tous. Donc en effet, quelle place pour les agonistes de récepteurs de TPO dans l'aplasie médulaire? Donc tout d'abord, la déclaration de lien d'intérêt. Alors je propose que nous partions d'un cas clinique, de patient qui est venu nous consulter, qui a 45 ans, qui est venu il y a déjà un petit moment, parce que c'était en janvier 2008. Et donc en pratique, c'est un patient qui s'est présenté avec une aplasie médulaire modérée, et donc pas d'indication thérapeutique en première intention. Ce patient, au cours du suivi, 1 an après le diagnostic, a présenté un clone HPN à 10%, mais ce clone ne présentait pas d'hémolyse. Et donc là, un premier message, à savoir qu'un patient qui a une aplasie médulaire et un clone HPN, mais qui ne présente pas de stigmate d'hémolyse, est à prendre en charge comme un patient qui a une aplasie médulaire sans HPN. Et puis finalement, durant son suivi, eh bien, il a fini par être transfusé en plaquettes avec une première transfusion en 2010. Et donc là, même si on a une aplasie médulaire modérée, le fait qu'il devienne transfusé pose la question du traitement et quel traitement. Alors, en pratique, quand on s'intéresse aux agonistes de récepteurs de la TPO, je pense qu'il est important de reprendre le schéma de traitement global des patients qui ont une aplasie médulaire afin de bien percevoir où placer ces traitements. La première chose, c'est que si le patient avait été plus jeune et en pratique, s'il avait eu moins de 40 ans et un donneur géno-identique, eh bien, nous n'aurions eu aucun état d'âme à greffer ce patient le plus vite possible en utilisant évidemment la moelle comme source de cellules pour éviter la GVH chronique. Les résultats sont excellents et je crois qu'il faut commencer par là. Alors en pratique, ce patient a plus de 40 ans et du coup, eh bien, la greffe serait trop toxique et donc on peut se poser la question chez lui du traitement immunosuppresseur qui est le traitement de référence, à savoir le SAL de cheval associé à la cyclosporine. Et donc, dans cette situation-là, doit-on ajouter aujourd'hui les agonistes de récepteurs de la TPO sur ce traitement. Alors, cette émission tombe très bien puisqu'on a un essai qui vient d'être publié dans une grande revue, puisqu'il s'agit du New England, il y a maintenant 2 semaines, et une étude qui nous vient du NIH, de nos collègues américains, qui ont rajouté sur différents schémas, vous les voyez décrits, des schémas d'L-thrombopag de 6 mois, juste après la cure de sérum anti-lymphocytaire, ou des schémas plus raccourcis de 3 mois, là encore débutant après 15 jours, et puis finalement la cohorte 3 qui, elle, teste un schéma sérum anti-lymphocytaire, cyclosporine et L-thrombopag, avec l'L-thrombopag dès le début du SAL pendant 6 mois. Et les résultats sont extrêmement intéressants puisque quelle que soit la cohorte observée, eh bien, les taux de réponse à 3 mois et à 6 mois sont assez importants. Alors en pratique, on voit très bien sur la colonne de droite, à 3 mois, 81% de réponse globale, à 6 mois, 86% de réponse globale, avec des réponses complètes dans l'ordre de 30% des cas à 3 mois et à 6 mois. Alors si on compare avec des résultats historiques, eh bien depuis 40 ans, un traitement par sérum anti-lymphocytaire de cheval et cyclosporine dans l'aplasie médulaire, c'était 60% de réponse globale à 3 mois et 63% à 6 mois, et très peu de réponses complètes, 8% à 3 mois et 12% à 6 mois. Donc on voit très bien que là, on gagne quasiment 30% de réponses. On gagne aussi des réponses complètes et on sait que plus les malades sont répondeurs, plus leur devenir est bon. Et donc en pratique, en effet, doit-on, à cause de cette étude, prescrire à nos malades en première ligne de l'L-thrombopag? La réponse est non, parce qu'encore une fois, il nous faut avancer dans la robustesse et dans la qualité de l'évaluation de ce traitement dans cette maladie, et donc avoir un essai randomisé. Et donc cet essai est un essai européen en cours
que nous coordonnons au sein du centre de référence aplasie médulaire. Alors un peu de chauvinisme, hein, vive la France. Pour une fois, nous sommes leaders sur ce sujet. Et donc à l'heure actuelle, ce que nous avons décidé, c'est d'offrir à nos malades, certes, un bras avec le traitement de référence qui est sérum antilymphocytaire cyclosporine, et puis de l'autre côté, un bras, donc une étude randomisée, où l'L-thrombopag est donné à partir de 15 jours du traitement par sérum antilymphocytaire pendant 3 mois. Cette étude inclut on a quasiment 100 patients inclus depuis 1 an et demi. On espère la terminer très probablement dans 1 an et demi. Et donc nous serons à même de pouvoir répondre si oui ou non l'L-thrombopag peut être le traitement de référence dans le traitement des patients naïfs ayant une aplasie médulaire en première ligne. Alors si nous reprenons notre observation, ce patient a donc été traité, il a reçu le traitement par sérum antilymphocytaire de cheval et cyclosporine et il est réfractaire. Donc en pratique, un patient réfractaire, la première chose c'est de le réévaluer, de bien se demander s'il n'y a pas une évolution clonale de type myodysplasie ou leucémie aiguë, de bien se demander aussi si on ne s'est pas trompé de diagnostic. S'il avait été plus jeune, on se serait posé la question d'une éventuelle aplasie constitutionnelle. Et donc, s'il est vraiment réfractaire, et bien là, en effet, on a désormais la possibilité de passer à un autre traitement qui, en pratique, si le patient est jeune et en pratique de moins de 30 ans, ce qui n'est pas le cas ici, s'il avait un donneur apparenté 10/10e et si le délai entre le diagnostic et le caractère réfractaire était de moins d'1 an, eh bien, il n'y aurait aucune raison de ne pas greffer ce patient. Là, ça n'est pas le cas. Ce patient, encore une fois, a 45 ans, donc il a plus de 40 ans. Et donc là, en effet, eh bien, on a des résultats très intéressants depuis maintenant 4 à 5 ans avec l'L-thrombopag dans cette indication. Alors si on souhaite les résumer, ces résultats, avec des messages qui soient des messages, je dirais, précis, la première chose, c'est que la dose de 75 mg dans le PTI devient 150 mg dans l'aplasie médulaire. Et ça a été les premières études qui ont été faites par le NIH qui nous ont permis de déterminer cette dose. On augmente habituellement après 2 semaines pour être sûr que le patient tolère bien ce traitement, notamment sur le plan hépatique. En termes de délai de réponse, c'est quelque chose qui est encore à l'étude, mais néanmoins dans l'expérience française qui n'est pas encore publiée, mais qui a été présentée cette année à l'ASH, eh bien on s'aperçoit que des patients répondent pour la plupart d'entre eux à 3 mois, mais que des patients continuent de répondre entre 3 et 6 mois. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, si le patient supporte bien ce traitement, il faut absolument attendre 6 mois avant de changer, ce qui nous permet d'être sûr que s'il ne doit pas répondre, eh bien, nous sommes à la bonne distance par rapport au début du traitement. La qualité de réponse, eh bien, c'est là où c'est assez extraordinaire, puisque quasiment un patient sur 2 n'est plus transfusé avec ce traitement. Et surtout, ceux qui répondent, pour la grande majorité d'entre eux, ont une réponse sur les 3 lignées, à la fois sur les globules blancs, les plaquettes et l'hémoglobine, ce qui est quand même assez intéressant dans cette situation où souvent les malades sont extrêmement durs à gérer au quotidien avec des hospitalisations pour des infections, pour des transfusions. Pour la surveillance, je crois qu'il est extrêmement important de surveiller ces malades sur le plan médulaire. Chaque fois qu'on a utilisé un facteur de croissance dans l'aplasie médulaire, on se rappelle des essais avec le GCSF, cela s'est conclu par une augmentation des évolutions clonales type myodysplasie ou leucémie aiguë. Donc pour l'instant, on peut dire qu'on a assez de recul pour dire que dans la population de patients réfractaires, il n'y a pas plus d'évolution clonale à utiliser ce traitement, mais il faut surveiller nos malades. Nous avons pour l'instant de données et donc il faut vraiment faire 1 mg avant le traitement, puis à 6 mois après traitement et surveiller ces malades régulièrement. Ce qui est aussi très intéressant et qui peut-être est un peu différent du PTI, c'est que nous pouvons arrêter dans le traitement de l'aplasie médulaire l'L-thrombopag. En pratique, on a des critères d'arrêt. Si le patient obtient une réponse robuste, plus de 10 grammes d'hémoglobine, plus de 1000 polynucléaires neutrophiles, plus de 50 000 plaquettes, eh bien on peut envisager de diminuer ce traitement pendant 2 semaines à moitié dose et enfin de l'arrêter en surveillant évidemment les malades. Mais dans l'expérience française, 41 malades traités, eh bien 4 malades ont pu arrêter le traitement avec pour l'instant aucune rechute. Donc en pratique, bien entendu, l'L-thrombopag apparaît très intéressant, apparaît en avance sur ce que l'on avait jusque-là. Les androgènes, c'est plutôt 20 à 30% de réponse, plutôt des réponses qui sont plaquettaires, avec une virilisation des effets secondaires, des cancers hépatiques à long terme, donc peut-être un traitement qui est quand même moins intéressant que l'L-thrombopag. Refaire un traitement immunosuppresseur, on est plutôt là encore à 15-20% de réponse, donc on est inférieur à un traitement par L-thrombopag, donc on s'aperçoit qu'en effet, pour ces patients aplasiques réfractaires, l'L-thrombopag est une bonne alternative à condition de surveiller nos patients sur le plan médulaire. Alors
En pratique, ces maladies rares, c'est tout de même toujours très difficile de décider dans son coin seul. Donc on a mis en place cette RCP aplasie qui, je pense, permet de discuter les cas compliqués, qui permet de décider de manière collégiale les meilleurs traitements qui ne sont pas toujours aussi simples que les cas que je vous ai proposés. Voilà. Merci Régis. Et donc, nous passons la parole à Charlotte Jubert, car effectivement, l'aplasie médulaire acquise existe aussi chez l'enfant. Charlotte, c'est à vous. Tout à fait. Je vais aussi vous raconter l'histoire d'un enfant, un petit garçon de 3 ans, chez qui on va porter un diagnostic d'aplasie médulaire très sévère en juillet 2013. Très sévère, comme vous pouvez le voir, il a des polynucléaires à 70 par millimètre cube, des réticulocytes à 21 giga par litre et des plaquettes à 21 giga par litre. Une moelle vide. Et donc voilà, nous sommes devant cette situation. Que faut-il faire ? Eh bien, la première étape chez ce petit garçon, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il présente cette aplasie médulaire. Et donc on va reprendre un petit peu tous ses antécédents. Cet enfant a un poids normal, il n'est pas hypotrophe, ce qui aurait pu nous orienter vers une origine constitutionnelle. Il n'a pas d'antécédents personnels ou familiaux particuliers. On a la chance d'avoir une numération faite à l'âge de 1 an qui était normale. Aucune notion de prise médicamenteuse, d'épisode viral récent. Une sœur bien portante, et je vous le dis déjà, elle est HLA différente. À l'examen clinique, une bonne croissance staturopondérale, pas de dysmorphie et pas de taches café au lait. Dans les examens complémentaires qu'on va réaliser, la biopsie ostéomédulaire, donc pour confirmer ce diagnostic d'aplasie médulaire, qui n'est pas secondaire. On cherche absolument à éliminer une cause constitutionnelle avec tout un bilan morphologique, radiologique, dosage de l'alpha-fétoprotéine, de l'hémoglobine F. On fait systématiquement un test de cassure et il peut être associé à ce test de cassure la mesure de la longueur des télomères, l'étude des gènes de la dyskératose, voire des gènes du Fanconi. On recherche un clone HPN, même si cet enfant est très petit. On lui fait un bilan infectieux, hépatique, auto-immun. Tout le but de ce bilan, c'est vraiment d'identifier, d'éliminer une cause constitutionnelle et de rechercher une cause éventuellement qui pourrait bénéficier d'un traitement spécifique. Donc au total, là, nous avons un petit garçon qui a une aplasie médulaire très sévère, donc idiopathique. Il est âgé de 3 ans. On sait déjà qu'il n'a pas de donneur géno-identique, comme ça arrive finalement fréquemment. Et donc, de principe, on va l'enregistrer à la RCP aplasie médulaire dont vient de vous parler Régis, puisque finalement, il n'y a pas beaucoup de discussion devant cette situation. Exactement comme il vous a été montré tout à l'heure, chez cet enfant, on suit les mêmes recommandations. Il a moins de 40 ans, et donc pas de donneur géno-identique, et on va lui faire du SAL de cheval associé à de la cyclosporine. Cette cure va être associée à des corticoïdes pendant les 15 premiers jours. On ne fait pas de GCSF systématique. La cure est réalisée en secteur protégé. Cet enfant va présenter une varicelle juste entre le diagnostic et le début du traitement, qui sera traité par acyclovir et n'empêchera pas le traitement immunosuppresseur par la suite, sans récidive de varicelle. Et une virémie EBV après le traitement qu'on observera et qui ne nécessitera pas de traitement. Son évolution, donc août 2013, le traitement par SAL de cheval, une excellente réponse dès 2 mois, une numération normale dès décembre 2013. Par la suite, il est toujours sous cyclosporine et on réalise des bilans annuels avec des myélogrammes et la recherche du clone HPN. Ces bilans sont normaux. En août 2015, après 2 ans de traitement bien conduit, on débute une décroissance de la cyclosporine extrêmement lente sur 1 an. Et en août 2016, alors que le bilan annuel est normal, on décide donc de complètement arrêter la cyclosporine. Et hélas, quelques mois plus tard, il rechute sur les 3 lignées avec des besoins transfusionnels immédiats et une neutropénie profonde. Et donc là, on est dans une situation d'un enfant qui a une rechute d'aplasie médulaire à l'arrêt de la cyclosporine alors qu'il n'a pas de donneur géno-identique. Je vous affiche là les résultats de la greffe de moelle non apparentée avec des donneurs donc 10 sur 10 qui sont excellents, comme vous le voyez, avec chez l'enfant de 1 à 10 ans des résultats qui peuvent aller jusqu'à 90%, donc de très bons résultats. Cet enfant a maintenant 6 ans et n'a pas de donneur apparenté de moelle 10 sur 10, ce qui aurait été donc la 2e ligne de traitement chez cet enfant. Donc quel autre traitement peut-on proposer ? Un 2e traitement par sérum antilymphocytaire. Régis vous a dit que c'était des résultats qui étaient moyens. L'utilisation d'androgènes, pareil. On est confronté à des cytolyses hépatiques, des complications et une réponse qui est modérée. L'Eltrombopag n'a pas l'AMM.
Et donc, du coup, là, on va proposer une allogreffe de sang placentaire. Et une raison particulière à cela, un protocole, là aussi français, vive la France, a été réalisé il y a maintenant quelques années, le protocole APCORD, qui a montré d'excellents résultats avec une survie globale affichée ici, avec un conditionnement atténué par fludarabine endoxan et degré d'ICT. Et donc, du fait de ces bons résultats, de l'existence d'une unité de sang placentaire compatible et assez riche, nous avons choisi cette greffe qui a été réalisée en février 2007, qui a très bien marché et l'enfant va très bien. Et bien voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Charlotte. Ah, les questions vont être difficiles, hein, mais... Régis, quelle idée d'utiliser l'aile thrombopaque dans les aplasies médulaires? En quelques mots, qu'est-ce qui a conduit à un essai randomisé sérum antilymphocytaire cyclo avec ou sans aile thrombopaque? En quelques mots, c'est quoi le background? Une folie. Il n'y a pas de rationnel à utiliser les agonistes de RTPO, en tout cas à l'heure actuelle dans l'aplasie médulaire. Les taux de TPO circulant sont extrêmement importants. Moi, j'ai eu la chance de vivre en direct, puisque j'étais en postdoc au NIH au moment de ces discussions. Je me rappelle très bien Neil Yang, qui maintenant signe tous les papiers en dernier sur l'aile thrombopaque, étant contre cette étude, et eh bien, Cynthia Dunbar, qui, elle, disait que non, il y a des expressions de récepteurs sur les cellules souches, et que potentiellement, ça pourrait être intéressant, que ce n'est pas une raison pour ne pas le faire, que ça expand in vivo, et que finalement, peut-être qu'il y aurait un rationnel. Et c'est donc Matthew Holmes, qui était postdoc à l'époque, qui a mis en place le protocole de traitement des patients réfractaires avec des patients qui ne répondaient à rien, qui avaient tous reçu entre 2 et 3 traitements immunosuppresseurs contre tout rationnel autre qu'un rationnel in vitro, de ces fameux récepteurs sur les cellules souches hématopoïétiques. Et voilà. Donc, et voilà où nous en sommes. graves. Et puis petit à petit, comme à l'habitude, des patients très graves qui ne répondaient à rien, des excellents résultats. Et puis petit à petit, une phase 2 en première ligne, maintenant une phase 3 randomisée, et peut-être en effet le traitement de référence des patients aplasiques médulaires première ligne dans 4 à 5 ans. Est-ce qu'on a une piste pour comprendre pourquoi un tel médicament corrige également la granulopoïèse et l'érythropoïèse? Moi, je pense qu'encore une fois, la piste de la cellule souche est la bonne. On est en train de stimuler finalement quelque chose qui est extrêmement en amont. Et on s'aperçoit bien que finalement, c'est un facteur de croissance qui agit probablement plus en amont que ce qu'on pensait. Et on le voit bien notamment sur des données non publiées. D'une part, du côté américain, sur des patients qui ont les aplasies médulaires modérées, où ils ont un essai en cours d'aile thrombopaque seul, avec des réponses. Et d'autre part, nous, au sein du centre de référence, un travail qui a été fait par Étienne Langlinet, qui a été présenté à l'ASH cette année, où nous avons traité des patients réfractaires, mais aussi des patients en première ligne qui ne pouvaient pas recevoir autre chose. Des patients qui étaient âgés, médiane d'âge 73 ans, 11 malades, et ces malades répondent sans avoir d'immunosuppresseurs. Donc encore une fois, on voit bien que très clairement, c'est probablement un effet stimulant, facteur de croissance, cellules souches, et donc stimulant facteur de croissance, cellules souches, veut dire surveillance extrêmement rapprochée chez ces malades parce que risque d'évolution clonale. Alors merci Régis de répondre à une question qui était posée et qui était de savoir si on pouvait envisager un traitement par ARTPO seul dans une aplasie médulaire ou diagnostique. Alors, là encore, ce n'est pas très rationnel parce qu'on pourrait penser, comme c'est une aplasie médiée par le système, en tout cas la réponse est immunitaire et donc si on ne freine pas le système immunitaire, on n'aura pas de réponse. Mais encore une fois, par ces deux exemples que j'ai cités tout à l'heure, on a des réponses. Je pense qu'on peut l'envisager, mais que ce doit être pour l'instant des cas extrêmes, c'est-à-dire des patients qui ne peuvent pas recevoir autre chose, notamment les patients âgés, insuffisance rénale et autres, qui ne peuvent pas recevoir du SAL, ou mieux, dans le cadre de protocoles. Voilà. On va revenir vers vous, Régis, mais Charlotte, lorsqu'un patient ayant une aplasie médulaire grave n'a pas de donneur géno-identique, à votre avis, dans le futur, allez, dans les 3 ans à 5 ans qui viennent, est-ce qu'on va développer l'approche phéno-identique, ou bien un traitement par sérum antilymphocytaire, cyclosporine et RTPO?
Alors, la greffe phéno, vous avez vu les résultats, ils sont très bons et donc c'est vrai qu'on aimerait pouvoir la proposer d'emblée et pourquoi pas. Après, c'est toute une organisation. Et ce patient qui est extrêmement neutropénique, comme on l'a vu, là, il avait 70 polynucléaires et qui est transfusé très régulièrement. Le temps d'organiser une greffe phéno identique, il faut quand même plusieurs semaines, voire mois. Est-ce qu'on le laisse sans traitement pendant ce temps-là? À l'heure actuelle, enfin en tout cas ce qu'on fait dans notre centre, c'est de traiter par sérum anti-lymphocytaire et en même temps, on débute les recherches d'un donneur sur fichier. Parce que ce donneur, en plus, on veut que ce soit de la moelle. On a des critères un petit peu particuliers. On va refuser les cellules souches périphériques. Il faut qu'il soit 10 sur 10. Donc, on prendra le temps, comme ça, de prendre un bon donneur pour réaliser la greffe, s'il en a besoin, parce qu'il n'a pas répondu au sérum anti-lymphocytaire. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que les ARTPO vont pouvoir les enfants vont pouvoir rentrer dans des protocoles utilisant ces médicaments en première ligne? Alors, les enfants, les pédiatres vont jusqu'à 18 ans. Donc, finalement, nous avons des grands-enfants entre 15 et 18 ans qui peuvent rentrer dans ce protocole, puisque le protocole dont a parlé Régis, voilà, les critères d'inclusion, c'est à partir de 15 ans. Voilà. Après, c'est vrai que la greffe de moelle, je fais beaucoup de greffes de moelle, la greffe de moelle, dans l'aplasie médulaire, c'est un conditionnement atténué, peu toxique, avec peu de séquelles, et donc, du coup, qui guérit. Puisque les récepteurs là, dont on parle depuis, les agonistes de récepteurs dont on parle depuis tout à l'heure, on dit, dans l'aplasie médulaire, peut-être que ça pourrait guérir, mais on a quand même 70 ans de vie à gérer derrière et on a envie d'un traitement qui guérit. Et c'est vrai que la greffe de moelle, c'est un traitement qui guérit. Je ne parlais pas des enfants qui avaient un donneur géno-identique. Oui, on est d'accord. On parle bien des enfants qui n'ont pas de donneur géno-identique. Et l'utilisation des agonistes de récepteurs, c'est pas évident pour moi, sauf si vraiment ils montrent que c'est un traitement curatif. Oui. Non, je crois que c'est très important cette discussion, parce que c'est une discussion qui va arriver très vite, à savoir, est-ce que les enfants doivent être finalement traités par SAL-cyclosporine plus L-thrombopag ou une greffe phéno-identique tout de suite? Je crois qu'il y a deux difficultés là-dedans. La première, c'est que même si c'est de l'L-thrombopag et même s'il y a d'excellentes réponses, les patients sont exposés au long cours à des rechutes, à des évolutions clonales, à des patients dépendants de la cyclosporine. Donc, pour des enfants de moins de 20 ans, on est en effet supposé les voir arriver avec toutes ces complications à long terme. Pour ce qui est de la greffe, je dirais identique, non apparentée, il a été rapporté d'excellents résultats. Dans le British Journal of Hematology, le premier auteur, c'est Carlo Dufour, sous l'égide du groupe européen de travail sur l'aplasie médulaire. Ma difficulté à moi, c'est que ce n'est pas prospectif, ça n'est pas contrôlé. C'est une étude où ont été rapportés seulement les patients greffés. Et comme le dit très justement Charlotte, quand on découvre un patient qui a une aplasie médulaire sévère pédiatrique, on lui fait le bilan, on pense que ça n'est pas constitutionnel, et donc on va pour un traitement. Quand un donneur non apparenté est identifié, il faut au moins 2 mois au minimum entre le moment où on décide et au moment où on fait la greffe. Pendant ces 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si au bout de 2 mois, le patient se désiste? Et en fait, ma difficulté à moi, c'est que tant qu'on n'aura pas une étude randomisée qui nous montrera que les patients qui ont eu une indication avec un donneur identifié ont bien été greffés, et que finalement ces patients-là ont une évolution favorable avec la greffe, versus ceux qui avaient en effet un donneur, mais qui n'ont jamais été greffés, parce que soit le donneur s'est désisté, soit le malade s'est compliqué jusqu'à la greffe. Donc je pense que cette question, même si elle est extrêmement excitante et qu'on doit y répondre, pour l'instant, je pense que l'attitude que décrit Charlotte est tout à fait raisonnable. On type en même temps qu'on traite, comme ça, si le patient ne répond pas, on le saura très vite. Au bout de 3 mois, on est fixé chez l'enfant, souvent, et on pourra faire la greffe dans de bonnes conditions, on n'aura pas de regret de n'avoir rien fait dans l'intervalle. Et d'où l'idée de les enregistrer le plus Exactement. possible pour être le plus exhaustif. Bien sûr, Régis, mais Charlotte, vous pouvez aussi réagir à la question. Il y a quelques années, un certain nombre d'enfants, en tout cas pour ce que je connais, ont été traités par une deuxième cure de sérum anti-lymphocytaire, 4 mois ou 6 mois après la première cure, en cas d'inefficacité ou d'efficacité insuffisante. Cette stratégie a été abandonnée ces 4 ou 5 dernières années. Mais la question est la suivante. Est-ce que l'on peut imaginer qu'à l'ère des ARTPO, on puisse utiliser, si ce médicament n'a pas été utilisé en première ligne, en première intention, proposer en traitement de rattrapage, en traitement d'échec, un traitement par sérum anti-lymphocytaire, cyclosporine et ARTPO? Alors oui, c'est une excellente suggestion et question. Encore une fois, si le patient n'a pas répondu, il est réfractaire. Et là, on parle des enfants et donc des patients de moins de 18 ans.
ces patients vont avoir une espérance de vie qui est celle qu'elle est, et en tout cas assez de temps pour voir arriver les complications. Quand on a une aplasie médulaire réfractaire, on a 30% de risque d'évolution clonale vers une leucémie ou une myélodysplasie à long terme. Le risque est plus important que chez les patients qui répondent. Quand on a une aplasie médulaire réfractaire, on a à peu près 20% de chances de répondre à un deuxième traitement immunosuppresseur associé à l'L-thrombopag. Dans cette situation, pour l'instant, nous n'avons pas de données. Mais compte tenu de ces arguments et compte tenu, pour le coup, du bénéfice actuel, en tout cas des améliorations de la greffe non apparentée et même alternative chez ces patients, j'avoue que pour des patients qui sont réfractaires et qui sont pédiatriques de moins de 18 ans, j'ai tendance à plus être en faveur d'une allogreffe pour régler le problème, compte tenu actuellement, encore une fois, des résultats qu'on observe, que ce soit avec les donneurs 10/10, que ce soit même avec le cordon, AppCord, ou avec les greffes haploïdentiques qui sont en train de se développer. Encore une fois, un patient réfractaire est un patient qui est à beaucoup plus haut risque de complications. Chez l'enfant, je pense que ça doit nous faire plutôt pencher vers la greffe. Alors, une question également concerne l'extension de l'utilisation de ce médicament éventuellement dans certaines cytopénies, cytopénies constitutionnelles, où on va sortir des cytopénies acquises. Charlotte, chez l'enfant, on est confronté parfois à des cytopénies, en particulier des thrombopénies. Est-ce que constitutionnelles, est-ce que l'L-thrombopag pourrait être, en tout cas un analogue de la RTPO, pourrait être une solution éventuelle? Question piège, j'ai pas... Non, c'est pas une question piège, c'est une question... Alors, je peux vous aider. D'accord, je veux bien. Parce qu'il y a quelques publications qui commencent effectivement à faire part d'une certaine efficacité, en particulier avant des gestes chirurgicaux. Bon, voilà, on reste encore dans le rare du rare, mais c'est une ouverture possible vers d'autres utilisations. Tout ça doit être parfaitement bien contrôlé. Régis, les syndromes myélodysplasiques, c'est un terme qu'on a souvent abordé. Ça a été abordé par Marc Michel tout à l'heure. C'est quoi le risque, le danger? Alors, par définition, les patients qui ont une aplasie médulaire ont un pool de cellules souches hématopoïétiques réduit. Ces cellules souches prolifèrent pour essayer de faire ce que ferait un pool normal. Et donc, en proliférant, elles sont exposées à un risque d'instabilité génomique et génétique, et donc d'évolution clonale type MDS. Et je crois que quand on est dans cette situation-là, on sait très bien que les évolutions clonales type MDS, LAM, qu'elles soient morphologiques ou cytogénétiques, et notamment les anomalies du 7, qui sont extrêmement fréquentes dans cette situation, sont d'un pronostic très péjoratif. Et donc, en pratique, pour un patient qui a une aplasie médulaire, je dirais première ligne et qui répond, ce risque est de l'ordre de 10 à 15%. Il n'est pas très élevé, mais il est quand même conséquent. Et pour un patient, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est réfractaire, ce risque est de l'ordre de 30%. Donc ça veut dire que ces patients, même s'ils vont bien, doivent être suivis sur le plan médulaire de manière régulière, à la fois sur le plan morphologique et cytogénétique. En pratique, nous, on leur fait des myélogrammes et une cytogénétique tous les 18 mois, ce qui nous permet de réagir vite, parce que néanmoins, ce qu'on sait, et ça a été publié, c'est qu'il est plus facile de greffer un malade qui a une anomalie cytogénétique isolée qu'un malade qui est déjà transformé sur le plan morphologique avec des blastes. Écoutez, merci beaucoup.